Pas encore. Et c'est parti. Salut à tous. On est en direct. Salut à Enfin, en direct. tous. On enregistre. Salut. Salut Faf. Salut à tous. Ça va encore? Parfait. Nickel. Ouais. Et toi, c'est Ouais, top, ça hein. va. Avant de Ça commencer va. à parler, voilà, on va faire notre petite tradition. On envoie le jingle de quelques secondes et on se Mhm. reprend. Ça Allez, va te ça va. parler. Je pense qu'il va te parler. En effet, des querelles, je me suis affranchi. Je me saigne aux 80 pour pondre la... On connaît ce générique, hein? Bah, c'est ça. Le générique, bon, on va en parler forcément hein, de Rhapsody. Mhm. Voilà, comme ça on commence, on te met directement dans la bonne ambiance. Alors, on Yes. y va. Moi, Faf, moi, ce que mes souvenirs, dans les souvenirs que j'ai, c'est même pas des souvenirs. Nous, tous les deux, voilà, on va recentrer là parce que c'est vrai que notre rencontre, c'est, je veux pas parler de nous, mais c'est vrai que c'est les souvenirs que j'ai de tes débuts, moi. Mais pour moi, après toi, peut-être que tu as commencé plus tôt, c'est la Mhm. Friche Belle de Mai 88, à peu près par là. Et je crois même avoir assisté, il me semble, dans mes souvenirs, au début de Soul Swing où vous commenciez à monter le groupe. Mais toi, tu vas nous dire, est-ce que tes débuts de rappeur, j'imagine, de MC, démarrent beaucoup plus tôt, forcément. Donc, pour moi, c'est 88. Voilà, donc, est-ce qu'on est bon? Quatre- 88, tu es dans tu es dans le bon timing. Voilà, tu vois, c'est 87, 88, on va dire. Mais là, vraiment, c'est du MC, mais amateur, quoi. C'est-à-dire que moi, je acte cette date-là parce que c'est vraiment la première fois que je prends le mic, en fait, que je prends le micro en tant que MC je lâche un rap sur scène. Voilà. Mais c'était à l'époque, à la maison hantée, en mode micro ouvert et tout ça. Donc, du coup. Voilà, mais pour moi, cette date-là, elle est importante par rapport à ça. Après, entre le moment où on crée le Soul Swing, le Soul Swing est déjà créé à ce moment-là, en fait, puisque on est Def et moi, Def Bond et moi, en fait, et lui est DJ, et moi, j'arrive en tant que rappeur, et on fait notre première presta comme ça. D'accord. Ah, je savais pas qu'il était DJ DF, tu vois, pour le coup, Au j'étais tout même pas. début, ouais. Ça n'a pas D'accord, duré très longtemps, mais oui. il était DJ. Et ensuite, il y a Hassen, DJ Rebel Juice, Oui. Karim, il DJ, me semble, Karim DJ, Squad. DJ Rebelle, Karim Leroy, il y avait même Saïd Flav, le frère de Oui, Boss One, qui était là, qui était au ah, début c'est danseur, aussi. Ah, je savais avec pas. Karim, ouais. Et DJ Majestix, bien sûr, Oui. qui Ah, était bah oui. avec nous, paix à son âme. Ah, ça, non, ouais, très gentil. Oui, DJ Majestic était. Ouais, ça, je m'en souviens bien. Ouais. Mm. Et puis, donc, vous vous maintenez comme ça. Et donc, est-ce que toi, il me semble qu'à cette époque, tu es quand même entre les études, parce que tu es à l'université, et entre les études et la musique, hein. Alors je suis pas à l'université, j'aurais bien aimé. C'était quoi? J'étais, en fait, À à la cette fac. époque-là, j'étais au collège, hein. C'était au collège. J'étais au lycée. Non, j'étais au lycée. D'accord. J'étais au lycée. À cette époque-là, on est quoi? Je suis en mode, je suis au bac, hein. Ah bon? Je suis, D'accord. si je, ouais, puisque c'est mon deuxième passage. J'ai, 71, 88, ouais, tu as 17, 18 ans, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, D'accord. Et moi, j'ai un souvenir où on se croise, on est tout le temps, on se voit tout le temps et tout. C'est l'époque, hein. Ouais, Et en ville. c'est ça, en ville, à la friche, et j'assiste à tout ça. Et puis moi, je te vois là, continuer à faire tes études et à faire de la musique en même temps, mais j'étais persuadé que tu étais à la Alors, attention, c'est-à-dire que j'ai continué Ah, un peu, voilà. en fait. C'est-à-dire qu'après, moi, à cette époque-là, je crois que je suis en terminale. Je fais ma deuxième terminale, en fait. D'accord. Et ensuite, je continue un peu. J'essaie un BTS, en fait. Mais je, j'y suis déjà plus, quoi. C'est-à-dire que à ce moment-là, suite à ça, je suis vraiment pris dans le truc et donc je suis vraiment, comme tu dis, entre rap et études, mais c'est pas encore professionnel, pas du tout même, mais je suis déjà pris dans le truc. Après, j'ai arrêté les études et j'ai bossé, en fait. Et Ah, donc, j'ai arrêté, j'ai travaillé et ensuite, je suis parti à l'armée. Et donc, l'époque de la friche, en fait, c'est vraiment l'époque, je pense, que quand
si je dis pas de conneries, je pense que c'est quand je reviens, de l'armée et que là, je travaille, donc je bosse, comme nous tous en fait dans le Soul Swing. Et à ce moment-là, DJ Rebel, lui, travaille à la radio, à la Friche, à Ouais. Radio Grenouille. Et Mhm. il a son local à côté du local d'Ayam. Et donc, nous, on répète à la Friche grâce à DJ Rebel, en fait, qui avait son local. En fait, on répétait dans le local de Rebel. Mhm. Ok, donc ton temps libre, tu le fais. Votre temps libre, vous le passez là-bas, quoi. Ouais, bah, le temps libre, c'est au local, c'est à la Friche, ça devient un peu la base. La Friche, c'est la base pendant un certain temps. Pour nous, on est dans l'époque, je sais pas, on est dans l'époque entre 90 et 95. Ouais. Et du coup, je reviens encore plus jeune. Pourquoi le rap, en fait? Est-ce qu'il y a des influences ou pourquoi à un moment tu te mets à écrire, tu te mets à rapper, tu prends un micro et tu montes ce groupe Mhm. avec tous tes potes, quoi. En fait, le rap, ça vient par la radio au départ. Ça Ok. vient par la radio, en écoutant des émissions de funk sur la FM, les débuts de la FM. Voilà, c'est les radios libres, c'est la découverte, les courants musicaux qui arrivent. Bien sûr, le rap arrive dans le début des années 80, et moi, je l'entends par l'intermédiaire des radios, des émissions de funk et tout ça, avec les mecs qui arrivent et qui disent, voilà, il y a une nouvelle musique, il y a un nouveau courant musical, ça s'appelle le rap et tout. Ça, voilà, on voit ça, les mecs dans la rue et tout. Enfin, du coup, je prends ça dans la face comme beaucoup. Hein. Je suis pas tout seul, mais d'un coup, je me dis, putain, c'est intéressant ce truc-là. Tu vois, quand tu entends Rapper's Delight, The Message, tout ça, c'est quelque chose qui te prend, qui te touche. Surtout que c'est quand même très funky. Et à la base, moi, j'écoute du funk. C'est-à-dire qu'à la base, j'écoute des émissions radio pour vraiment capter les émissions de funk et me faire des cassettes, en fait. Donc, Ouais. mon but, c'est ça. Et puis, il y a mon frangin aussi qui, lui, il est déjà plus âgé. Donc, il sort déjà en boîte, les concours de danse et tout machin. Donc, il a des potes DJ. Ils vont acheter des vinyles, donc ça ramène du vinyle à la maison et tout. Donc moi, je continue. Je faisais des cassettes, mais constamment, en fait. Et le rap, il arrive par là. Et après, il y a des émissions de radio qui se spécialisent dans le hip-hop. Et donc là, entre-temps, tu as le breakdance, évidemment, à chipper, à choper. Tu as la vague breakdance qui déferle en France. Donc là, je suis encore doublement accro. Non, Et mais c'est 81, enfin, HIP, c'est 81, 82. C'est à loin, chipper, quoi. à choper, pour moi, c'est 83, 84. Ah, d'accord, ouais, elle n'a pas duré longtemps l'émission. Moi, c'est Mais 80, elle a duré elle 82, a duré un an ou deux, l'émission, en tout cas, un ou c'est. deux, ouais. Donc, ça reste assez tôt quand même. Parce que là, Ça reste toi, assez tôt. C'est-à-dire que moi, là, si tu fais la chronologie, tu es, par exemple, pour moi, hein, on est sur du Rapper's Delight, The Message. On est ouais, vraiment début 80, 80, 13, 81. 14 ans, quoi. Voilà. Ouais, t'es jeune, jeune. Voilà, moi, c'est mes premiers disques. C'est-à-dire que les premiers disques, c'est The Adventure of Grandmaster Flash. Hein. Tu vois, là, c'est la première fois que j'entends un mec scratcher. Là, je commence à accrocher sur des flows, sur des rappeurs et tout ça. Donc, entre-temps, entre ce 81 et 83, on va dire 84, c'est quand même très difficile de trouver du rap en France. Il n'y a C'est-à-dire plus que rien. vraiment, il arrive quelques disques comme ça, tu vois, et moi, j'en gratte avec ces émissions radio dont je parle. C'est-à-dire que là, il y a des Radio mecs, Sprint, il y a Radio Sprint au il y milieu, avait Radio Sprint, c'est après pour moi. après. Pour moi, je suis sur des radios, je ne me rappelle plus, non, il y en a une, je crois, je m'en souviens, qui s'appelait Radio Flash. Et en fait, les mecs, ils mélangeaient tout. C'est-à-dire que pour eux, le rap, le funk, tout ça, c'était la même. Donc, il y avait des mecs comme ça qui rappaient sur du funk, hein, tout simplement aussi. Donc, du coup, c'était à petite dose, en fait. Donc, de temps en temps, paf, il y avait un gars qui lâchait un 12 sur un morceau de funk. Ça passait très bien. Et donc, pour moi, le rap, je le développe un petit peu comme ça. Avec ces certains groupes dont je parle, ben voilà, hein, les Grandmaster Flash, Ouais, tout ça, pionnier, albums. Voilà, Mais c'est quoi. très rare. Tu Et as le après, quand t'es sentiment hip-hop, que. ça T'as le, commence à se démocratiser. T'as le sentiment, justement, par rapport à ben, ça, tu vois, tu viens de dire démocratiser, tu as le sentiment qu'avec IAM et le Soul Swing derrière, et puis il n'y avait pas beaucoup de groupes, après il y a eu la FF, mais un peu plus tard, c'est beaucoup plus tard, mais vous êtes les précurseurs de cette musique parce que justement, après HIP, HOP, il n'y a plus rien. Mais c'est vide, c'est le vide intersidéral. Et puis il y a IAM, forcément IAM qui arrive avec ton grand frère qui est Shuriken, qu'on va mettre là. Bon,
Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, le groupe IAM arrive avec quelque chose de particulier et toi, tu es là. Tu es au premier plan de ça. Et tu es déjà pris par la fièvre du hip-hop. Donc, sans ça, je me dis, il n'y aurait jamais eu de rap. Ou plus tard. Mais quand même, est-ce que vous as le sentiment d'être un des précurseurs et d'être à l'origine avec ce courant-là? Quand même, parce que. Aujourd'hui, alors pendant longtemps, je ne me suis pas forcément considéré en tant que tel, mais maintenant, je pense que voilà, tu vois, du haut de mes 50 passés, je pense que je peux dire que j'ai fait partie des pionniers du hip-hop marseillais. Eh oui. C'est la Moi, première vague. Tu fais partie de la voilà, première vague. moi, Voilà, je me ouais. considère comme la deuxième génération. Ouais. Après, il y en a plein qui diront non, c'est la première, parce que finalement, Ayam, tout ça, même si j'étais plus jeune, j'étais quand même avec eux et j'ai fait Oh, mes armes avec eux, même c'est si ça. eux, professionnellement, ils ont percé beaucoup plus tôt. Mais je me considère comme la deuxième génération parce que tout simplement, moi, comme tu dis, à cette période 85, par exemple, quand HIP c'est fini, que d'un coup, tout le monde dit OK, le rap, le break, tout ça, ciao, merci les gars, c'était sympa, cassez-vous. Et là, d'un coup, il y a les résistants. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont vraiment été pris par le truc, qui soient dans la danse, qui soient dans les DJ, qui soient les MC, qui soient les graffeurs. Et nous, on est là, on se dit, mais attendez, les gars, on est encore là, quoi. On n'est pas mort, tu vois. Vous voyez et là, moi, c'est sûr que c'est très difficile dans l'entourage de trouver des gens qui sont encore là-dedans. Et je suis encore, moi, dans les émissions radio. Et c'est là que je découvre l'émission Vibration. Je crois qu'on est en 85. J'entends cette émission Vibration et c'est là que j'entends Richard, le grand Eric, Chill, AKH, DJ Keops, enfin voilà, Lil Eric M à l'époque. Et j'entends des mecs en fait qui eux sont toujours connectés au rap et qui ont toujours des nouveautés. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des disques qui Ouais. chopent à New York, qui se démerdent et tout. Et les mecs, ils font écouter des trucs et grâce à eux, putain, j'arrive à me ressourcer. Moi, c'était mon émission. C'est-à-dire, d'un coup, je me reconnecte et là, j'ai des nouvelles fraîches en fait. Parce que tu en trouves quasiment pas. Dans les bacs de vinyle, tout ça, c'est rare que tu tombais sur une perle et tout ça. Et eux, ils avaient des tas de nouveautés. Donc, d'un coup, je redécouvre toute cette vague du rap qui est très peu connue en France, de 85 à 87. Tu parles de Euh, Jungle Brothers, Avant ça même. avant ça Je même. parle, je parle, là, on est à l'époque Run DMC, Ah ouais. Ouais. qui eux commencent à grossir, mais on est sur la fin de Grandmaster Flash. C'est-à-dire que ces Oui. mecs-là, les Furious Five, tout ça, ils ont une petite explosion en 85 avec un album, mais après, on les entend plus trop. Et en fait, il y a une nouvelle vague. Il y a Mantronix, c'est les premiers trucs de LL Cool J. Ah ouais. On est sur le rap électro. C'est-à-dire que Ouais. là, c'est vraiment le rap avec la TR-808 qu'on entend partout maintenant. C'est ce rap-là qui, en 85-86, existe, que nous, on appelait l'électro-rap. Et il y a les Anglais qui sont beaucoup actifs aussi à ce moment-là. Et d'un coup, tu te dis, putain, ça existe encore, quoi. Et là, tu fais ton choix. Donc, il y a des mecs qui sont un peu plus rock, à la Run DMC, tout ça, avec des grosses boîtes à rythme. Vous savez, ces beats-là qui font Ouais. des trucs comme ça. Il y a des trucs plus légers. Il y a les mecs de Miami. Là, d'un coup, on se dit, ça y est, ça prend racine, en fait. Il y a des gars qui sont là. Et on commence à avoir des icônes du rap, en fait, comme des mecs comme LL Cool J. Et après 87, là, il y a on upgrade le truc parce que là, d'un coup, commence à arriver le sample. Et c'est Hmm. moi, là, si je vous fais la virgule, que quand j'écoute ces gars-là à la radio, moi, je les rencontre après, j'entends ces mecs qui font du rap en français à la radio. On est en 86. Et Ouais. moi, je me dis, mais avec la TR-808 et tout, et là, je me dis, mais ah ouais. Possible. Et d'un coup, il y a un Je truc. connaissais certains Parisiens, il ne faut pas les renier. Il y a des Ah, mecs il me comme posait la question. Johnny Go, Destroyman, par exemple, qui faisaient du rap. Moi, c'était les seuls que je connaissais. Mais c'était du rap à la Run DMC. C'est-à-dire que vraiment, les mecs, qui rappaient na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, avec des grosses boîtes à rythme et tout. C'était très bien fait, sauf que à un moment, je me dis, quand j'écoute d'un coup Lively Crew, il s'appelait à l'époque, ce qui est devenu après B-Boy Stance et après Rien. Ayam, je me dis, ah ouais, mais là, il y a 5 ans d'écart, en fait. C'est-à-dire que là, ce que j'entends, là, les mecs, ça correspond à ce que j'entends à New York en ce moment. Et pour cause, maintenant, on connaît l'histoire, évidemment, puisque les gars étaient connectés. Donc,
on est vraiment un basculement du rap, en fait, de la musique. Et là, Ouais, moi, je prends ça dans la face et je continue de suivre, en fait, et je me dis, ah ouais, mais ça y est, quoi. Ouais, c'est ça ça te qu'il faut parle tout faire. de suite, quoi, ouais. Tu te vois facilement écrire des textes et avoir un micro même si c'est pas Pas, professionnel. Ouais. pas à ce moment-là. À ce moment-là, je suis vraiment fan. À ce moment-là, je pensais plus à la musique. Je faisais des espèces de montages cassettes avec deux magnétos. J'essayais de faire des beats comme je pouvais. Enfin, c'était du gros n'importe quoi, mais j'ai essayé. J'ai essayé de faire des enregistrements, voilà, des choses. J'ai essayé de scratcher un peu aussi. Enfin, j'ai commencé à me dire, alors pas longtemps après, j'ai commencé à me dire, je vais gratter. Ouais, en 87, je pense. Là, c'est vraiment toujours en écoutant les émissions radio, en ayant écouté les mecs rapper en français. À un moment donné, j'ai envie aussi d'essayer. Et là, je commence dans mon coin à écrire des petites bribes de phrases, en fait. Et c'est pas longtemps après que je rencontre Def, en fait. On est au lycée ensemble. Et on est les deux seuls mecs à ce moment-là qui écoutent du rap. Parce que moi, j'en écoutais avant. Au collège, j'étais très isolé. J'étais seul quand j'étais au collège. En tout cas, dans ma classe, tout ça. Et là, avec Def, moi, faut savoir qu'à ce moment-là, je suis à l'internat à Avignon. Ok, Un lycée qui s'appelle Philippe de Gérard. J'y suis resté 3 ans. Et je rencontre Def là. Et là, on est les deux seuls mecs sur un lycée de 1000, il y a 1200 personnes ou quoi. On est les deux mecs qui écoutent du rap. Du coup, on avait tous les potos qui écoutaient du funk et tout ça, qui à un moment donné nous ont mis face à face et nous ont dit, mais vous deux, en fait, à un moment donné, il faut que vous parliez, quoi. Ouais. quelque Et, chose, quoi. et ouais, et Def, à ce moment-là, lui, il revient de Londres. Il revient de Londres. Donc lui, il est Ah déjà ouais, d'accord. collectionneur, il est déjà dans les délires où il va chercher des vinyles et tout, parce qu'il arrive de Londres, il arrive avec des vinyles, déjà collectionneur de funk, de tout ça, avec du rap au milieu. Et forcément, après, là, on s'est dit, allez, on va créer notre groupe, quoi. Ah, génial. Ouais, ça Et tue. puis Ayam, le fait que Ayam d'un coup arrive, ça suscite un intérêt, enfin, ça vous conforte dans l'idée, j'imagine. Et oui, parce qu'après, ça devient professionnel. Il signe Carrément. avec Virgin quasiment instantanément après Concept. Concept, c'est Ouais, quelque chose quand même. Concept, concept, c'est c'est. quelque chose. Waouh. D'un coup, mais ah ouais, mais moi, jusqu'à aujourd'hui, hein. Oui, Concept, bien sûr. c'est ouf, quoi. Ouais, Concept, c'est le premier album d'Ayam, quelque part. C'est le véritable premier album d'Ayam. ouais, C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que après, aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup aujourd'hui de street album. Tu sais, les gens ouais. disent, ouais, on lâche un street album. Il y a eu les mixtapes, il y a eu tout ça. Mais en fait, Concept, c'est le street album d'Ayam C'est abouti. avant l'heure. À Ouais, l'époque où ça n'existe pas, en fait. c'est Donc, ouf. Ouais, les mecs, ils font déjà ça. Rien que sur le moyen de faire les choses, ils sont déjà avant-gardistes. Alors, à un moment, moi, j'ai assisté à certains recordings de ce projet-là, hein. C'était chez Keops, avec le magnéto 4 pistes que leur avait prêté le Massilia, ouais. Ah, Massilia Sound Massilia, System. Massilia, Voilà. ouais. Ouais, ouais, les gars du Massilia Sound System, Ouais. qui étaient à ce moment-là, à cette époque-là, même avant, le Massilia et Ayam étaient quand même assez proches. Moi, je les ai connus ensemble sur scène. Je les ai découverts ensemble sur scène parce qu'ils Ouais. partageaient, ils faisaient des soirées à la maison hantée, Massilia et Ayam, qui n'était pas Ayam à l'époque, qui était B-Boy Stance, le groupe. Il y avait Frankie aussi qui était pas Il y loin. avait Frankie, Frankie qui était à la radio. Moi, j'ai découvert Frankie. En fait, DJ Rebel, Frankie, qui lui faisait les émissions de Soul avant l'émission Vibration. Donc, après, qui est devenu l'émission 40 Second Street. Là, on est en 87-88, quand mon frère rentre dans le groupe et anime l'émission 40 Second Street avec Keops qui ramène tous les vinyles de New York et tout. C'était une pure tuerie. Et juste avant ça, tu avais l'émission de Frankie qui, lui, avait sa collection de Soul incroyable. de Donc, ouf. il y avait la passation en même temps. Il finissait l'émission en balançant un titre et l'émission 40 Second Street démarrait en reprenant le sample en fait que Frankie venait de balancer l'original, un morceau avec le sample et il démarrait avec ça. Et voilà, et la passation était faite. Après, Frankie venait boire un coup au studio puisqu'il était toujours là. Et après, je rencontre DJ Rebel qui a aussi son émission à lui, et DJ Mox qui a aussi son émission à lui. Et c'est Ah des ouais, gars en fait moi, que j'écoutais à la Razi. radio, bien Ouais, sûr. moi, C'est des Razi, gars ouais. que moi j'écoutais à la radio quand j'étais plus jeune. Je leur envoyais des dessins avec des graphes et tout, des lettres, des trucs comme ça parce que j'étais fan. Et après, je rencontre les gars en vrai. Et là, je suis comme un gosse, quoi. Enfin, je suis un gosse déjà à l'époque.
Mais je suis fan, je suis là, Mais il y avait je tout. me dis, c'est En incroyable, j'y réalité, suis, il y quoi. avait tout. C'est un petit noyau, mais il y avait déjà tout était là Il y pour. avait tout. Pour moi, c'était mon petit New York déjà. Eh C'est-à-dire que oui, c'était le New York avant l'heure, quoi. mais oui. C'était d'un coup de se retrouver dans cette ambiance-là, d'y grandir, de faire ses armes. Après, avec Def, on crée notre groupe. Après, on connecte. Mon frère, il rentre dans B-Boy Stance. C'est-à-dire que Lively Crew devient B-Boy Stance. Mon frère rentre dedans. Il me dit, ouais, je rentre dans un groupe de rap. Mais moi, Ouais. c'est les mecs que j'écoutais à la radio, où j'étais fan. Et il me dit ça. Je dis, Ouais, quoi, c'est un les rêve, gars de l'émission? réalise. Ouais, c'est énorme. Je pète un plan et je dis à Def, je dis Def, mon frère, il rentre dans le groupe des mecs dont je te parlais, donc j'avais les cassettes et tout. Il me dit non, c'est pas vrai. Évidemment, la rencontre, elle se fait quelques mois plus tard. Elle se fait, là, on rencontre Chill, Keops, enfin, un Blondin, le Blondé, ouais. grand Richard, le grand Eric, tous les gars, en fait, de l'émission radio. Et puis voilà, on traîne avec eux et on se retrouve le soir même à la maison hantée avec cette soirée Massive Sound System, B-Boy Stance. Et là, je rencontre d'un coup tous les mecs de Marseille en fait qui gravitent autour du rap. Donc les anciens breakers, les machins, enfin tu vois, les potos à mon frère qui sont toujours là, qui sont toujours dans la danse et qui sont toujours là. Mais nous, on les nés petits. C'est pour ça que moi, à cette époque-là, j'ai 17 piges, un truc comme ça. Donc je me considère, ils étaient tous plus âgés que moi en fait. Donc, c'est pour ça que je me considère comme la génération d'après. Ouais, l'écart, il n'est pas énorme, mais c'est vrai qu'à cet Il n'est âge-là, pas 4 énorme, mais à ce ça moment-là, le toi, tu es fait. un ado, et puis eux, Ouais. c'est déjà des Oui, hommes, c'est sûr quoi. qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça paraît être le même âge, mais quand tu le vis, même s'il y a quelques années d'écart, ben, quand tu le vis que tu as 17 ans, que les autres, ils en ont un peu plus, forcément, C'est oui, tu te ça. sens plus petit, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et ton influence musicale, familiale, est-ce que ça a joué dans la famille, la soul? Est-ce qu'il y a de la musique par le gospel ou quelque chose à ce niveau-là, peut-être? Oui, il y a toujours eu de la musique à la maison, hein. Il y a toujours eu de la musique. Alors, ça a été très, très varié. C'était très varié. Ça pouvait être vraiment la variété française, mais il y avait toujours quand même une teinte black music qui soit du pays, hein, voilà, de la Réunion, des trucs malgaches. Donc, ça peut être du Sega, du Maloya, des choses comme ça. Et en même temps, tu pouvais entendre du Johnny Hallyday, des conneries comme ça. Au milieu de ça, tu avais du Jackson 5. Ouais. Évidemment, maman adorait le gospel, le negro spiritual, beaucoup. Donc, il y avait des vinyles de ça aussi. Il pouvait avoir du Harry Belafonte, il pouvait avoir tout ça mélangé. Évidemment, la soul de l'époque, les tubes soul de l'époque. Comme aujourd'hui, tu vas écouter la radio, tu vas avoir tous les tubes, tu ne peux pas passer à côté de certains titres. Ben là, c'était pareil. Il y avait beaucoup de compiles à l'époque. Il y avait énormément de compilations, donc tu balançais, puis tu avais tout ce qui marchait à l'époque en France. Et donc, tu pouvais avoir de tout, de la variété comme de la soul et tout. Et c'est vrai que le petit côté gospel, négro spiritual, tout ça, avec maman, il était quand même développé, John Littleton, tout ça. Et c'est quelque chose qui est resté. Et après, moi, j'ai quand même grandi avec mon frère aussi, mon grand frère d'un côté. Ma sœur qui était très pop musique, elle, donc, il y a eu des passages comme ça où, tu sais, ma sœur, elle mettait genre le même morceau 10 fois d'affilée sur la cassette, tu vois. Et puis, elle te bombardait avec ça toute la journée. Tu n'avais pas le choix, quoi. Tu n'avais pas le choix. Donc, j'ai des souvenirs de Kate Bush, de Kate Bush à l'époque, Waterfall, je ne sais plus comment il s'appelle le titre, là, où elle écoutait ça, mais en boucle, quoi. Mais en boucle. Justement, avant de dérouler le tapis, on va le faire, mais justement, il y a une question que je voulais te poser plus tard, mais je vais te la poser maintenant parce que tu tends la perche. Il y avait un côté chez toi, chez vous, qui me faisait marrer, mais avec Chil et tout, hein. C'était ce côté un peu sectaire musicalement. Alors, il Ah fallait ouais, pas vous faire écouter du Dire Straits, des Rolling c'est vrai. Stones, et il y avait même des soirées où carrément vous étiez là, vous foutre de la gueule de sous ego, ça a C'est duré vrai. des heures. Je me disais, ah, moi, C'est j'étais vrai. mort de rire. Donc, Des barres derrière là-dessus. est-ce qu'il y Mais a de c'est ça? mais- non, mais c'est clair, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est radicalisé. C'est-à-dire Ouais, que en ayant écouté de tout, à un moment donné, c'est vrai que moi, après le funk, c'est vraiment moi, c'est le funk en fait qui m'a ramené. Mais quand j'écoutais du funk, j'écoutais du hard rock aussi. Mais le hard rock à l'époque, voilà, les AC/DC, tout ouais. ça, cette époque-là. Et après, quand le rap arrive, alors moi, je suis un peu moins radical que certains.
parce qu'il il y avait plusieurs degrés de Il radicalité, on était va dire. déjà quand même un peu. Waouh! Et moi, j'étais impressionné par. Ben, c'est-à-dire que voilà, moi j'acceptais par exemple le rap, évidemment. Allez, bien sûr, la soul, le funk, toutes ces ramifications-là. Je crois que j'ai fait à un moment donné un rejet de tout ce qui était world music ethnique et tout ça. C'est-à-dire le zouk, c'était plus possible pour moi. J'en avais même la musique africaine, tout ça, c'était plus possible parce que j'en ai trop mangé en fait. J'en ai trop mangé pour pouvoir écouter 3 morceaux de rap. J'ai trop fréquenté ces soirées. J'ai trop bouffé de la biguine, du zouk, du collet serré, que j'étais nul en danse, donc je dansais jamais. Et les soirées africaines, tu vois, voilà. Mais à un moment Et donné, c'était nous, on rap, était rap, urbains. rap. Ah, je On me était rappelle, trop c'était urbains, rap en ou fait. rien, quoi. Ah Et du oui, coup, voilà, on était dans les boîtes à rythme, on était dans tout ça, on c'est était dans ça. les samples et tout. Et cette musique-là, ces courants ne nous parlaient plus. Alors, je ne parle même pas de la variété, de la pop et tout ça, où il y a eu un rejet, parce qu'on a été rejeté aussi. C'est-à-dire Oui. qu'à un moment donné, le fait on nous dise, ouais, votre musique, c'est de la merde, ouais, tout ça, machin, du coup, ben, c'était OK. Ben, si nous, on est de la merde, ben, pour nous, vous êtes rien, en fait. Votre musique, même pas on la calcule. Et on s'est Ça a été radicalisé l'objet un de peu comme titre. ça. Ça a été l'objet de titres à l'époque et tout. Reste Mais Underground. Enfin, il y grave. avait toute Mais une. grave, grave. Mais le rap, à un moment donné, s'est formé aussi comme ça. C'est-à-dire que c'était Ouais. une musique qui n'était pas désirée, qui n'était pas voulue, qui était décriée. Donc, à un moment donné, on s'est radicalisé dans le rap pour ça. Parce qu'à un moment donné, on était dans notre bulle, dans notre microcosme à nous. Et on s'est dit, ben voilà, il y a notre life, c'est notre musique, notre univers, notre hip-hop. Et tout le reste autour, c'est de la Ça merde. n'est- c'est de la merde. Ah, mais C'est de la merde. c'était. Mais parce Ouais. que vous dites qu'on est de la merde, ben pareil. Et on s'en fout. Nous, on avance. On est dans notre bulle, en fait. Donc, on avance. Et puis, ça s'est fait comme ça. Ouais, après c'est devenu carrément de la vanne. C'est devenu tout ça. Et puis, Oui, rappelez-vous, on est dans une époque musicale quand même où il y avait la New Wave qui arrivait. Il y avait oui. des tas de courants musicaux où nous, on ne pouvait pas s'empêcher de se moquer, quoi. C'était pas du tout notre Cure, univers. ouais, c'est ça, là, ouais, ouais, je me On rappelle. comprenait pas les mecs comme ça, on comprenait pas en fait le délire. Eux, ils nous comprenaient pas non plus, hein, sûrement, mais nous, C'est ça, c'était deux mondes on captait pas. complètement Ah ouais, opposés. Ouais. ouais, Ouais, on non, il n'y captait avait pas. rien en commun, quoi. C'était pas possible. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'il y a que les Anglais peut-être devaient comprendre parce que ils ont toujours été hybrides. Mais même nous, à un moment donné, on faisait un rejet à Marseille du rap anglais, quoi. Ouais. Parce que c'est trop de mélange, trop d'essais cliniques, quoi, dans le rap anglais. Et à un moment donné, c'était plus possible. Alors que, par exemple, à Paris, ils adoraient ça à un moment. Les flows super rapides, les morceaux, tout, tac, et les mecs qui rappaient. C'était les Anglais qui rappaient comme ça. Et vous pouvez les retrouver, hein, ces morceaux de Ouais. NTM, ces morceaux de Assassin, tout ça. Oui, parce que Même votre s'ils aimaient influence, le côté new-yorkais, mais il y elle est avait un côté new-yorkaise. anglais qui était Mais là. vous, elle est new-yorkaise. C'est Mobb Deep, Nous, c'est. Enfin, c'était New York. Nous, ouais, c'était New Wu-Tang, York, bien New avant York, New Wu-Tang. York. Ouais, 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 ouais. il y a quand même des références dont on va parler, j'imagine. Mais, Oui, c'était et, même pas West Coast, quoi. Ça reste New ouais, York. Ah, au ouais, début, il y avait un rejet il y avait un rejet de tout, en fait. Eh oui, mais parce que ouais, c'était Il y plus avait un rejet du musical, monde. c'était Il y plus. avait la West Coast au départ, mais Je me reconnais là. c'était pas possible. Après, moi, voilà, comme on disait, il y avait les ayatollahs du rap. C'est-à-dire qu'à un moment, après, il y avait des degrés. Moi, j'étais quand même, la funk, j'aimais le funk. À un moment donné, quand le R&B, la New Jack arrive, moi, j'aime les mélodies, j'aime tout ça. Alors, je kiffe. Et j'ai mon pote Def qui, lui, a écouté du funk oui, toujours. Et donc, qui adore le R&B aussi, qui adore la New Jack et qui commence à collectionner ça aussi. Et Keops, qui au c'est un début bon était style. très machin, mais qui Ah oui, commence c'est à la kiffer aussi la New Jack et le R&B. Et d'un coup, tu as Akash, parce que c'était surtout lui, en fait, qui Ah à un ouais, moment lui. donné, lui disait, ouais, non, le R&B, c'est pas possible. New Jack, tout ça, c'est pas possible. Et donc, on se chambrait même entre nous, parce qu'à un moment donné, il nous traitait de fragiles parce Ouais. on aimait la New Jack. Et on avait des débats là-dessus. Je me rappelle des débats avec Def et tout, qui disaient, mais c'est pas possible, tu peux pas dire que Teddy Riley, il est pas bon, tu peux pas dire que si, tu peux pas dire que ça. Et ça durait mais des journées entières, des soirées entières là-dessus, à Ah, débattre sur ce qui ouais. était bon et pas bon. Ouais. Et du coup, sur Soul Swing, alors comment ça avance? Est-ce que ça fait long feu? Est-ce que vous vous y retrouvez? Parce que le groupe se sépare à un moment donné. Comment ça vit Soul Swing?
Soul Swing, en fait, Soul Swing est né très tôt. C'est-à-dire que quand on regarde, c'est un groupe que dans l'inconscient collectif, on va dire, qui a pas duré longtemps. Mais en fait, le Soul Swing a duré de 87 à 96. Ah Donc, c'est un oui. groupe qui a duré 10 ans. On Et dirait. alors, sous plusieurs formes, il y a eu plusieurs membres et tout ça. Il y a toujours eu Def et moi dans le Soul Swing. Et après, il y a des membres qui sont venus, qui sont partis. Il y en a d'autres, des nouveaux qui sont arrivés pour atteindre sa forme définitive je dirais, peut-être en 92, un truc comme ça. La forme qui est restée la plus longue, en Ouais. fait, c'est dans ces eaux-là, avec justement DJ Majestix, DJ Rebelle, Karim Leroy et Def et moi. Et le Soul Swing, on a essayé. On a fait du son. Moi, j'étais beatmaker du groupe. On avait 2 DJ. On avait une formation scénique qui était assez. Qui se faisait pas beaucoup à l'époque. D'avoir 2 DJ sur scène, en fait, on voyait pas ça à l'époque. Nous, on avait 2 DJ sur scène. Ouais, le Retour de l'âme Soul, c'est notre premier Ouais. et dernier EP. D'accord. Et du coup, avant d'en arriver là, on a fait quelques concerts. Évidemment, on traînait beaucoup avec Ayam, donc on a fait des feats avec Ayam, surtout Def et moi. On a fait des premières parties, on a fait tout ça, on a fait des concerts, des petites espèces de mini-tournées. On se démerdait comme on pouvait, en fait, et on faisait nos Justement, maquettes à la friche. Est-ce est-ce que vous êtes le groupe qui n'a pas été signé? Ou est-ce qu'il aurait fallu que vous soyez. Parce qu'IAM, la différence, c'est qu'ils ont Virgin et de suite, c'est confortable pour travailler. Hmm. C'est quoi la différence qu'il y a entre vous et Soul Swing, il me semble? Ben, Quand- je pense que, ouais, alors, on n'a pas été signé. Après, on est peut-être moins, comment dire, moins professionnel dans le fonctionnement qu'à un moment donné que IAM. C'est-à-dire qu'eux, à un moment, quand ils signent, ils sont prêts. Ils ont déjà des titres. La machine, ils ont déjà fait des tas de concerts. Ils ont déjà fait plein de choses. Donc, ils sont déjà prêts. Quand ils signent, l'album, il est déjà là. Ils retravaillent des titres parce que c'est des boulimiques de travail, alors que nous, c'est un peu plus long, ce process. Créer des titres, écrire des titres, ça nous prend un peu plus de temps. Et puis, on n'a pas de base d'enregistrement. Il a fallu à un moment donné se former musicalement aussi, parce qu'au début, c'était avec Imhotep qu'on faisait nos instrus. Ouais. Moi, c'est Imhotep qui m'a tout appris, en fait. C'était mon mentor musical. C'est lui qui m'a mis mon premier sampler dans les mains et qui m'a montré comment m'en servir. Et j'apprenais au début en étant avec Ayam et en les regardant faire parce que j'étais dans la même pièce et je les regardais sampler, faire du son et j'intégrais, je prenais des infos. Mais ça a mis du temps tout ça. Donc du coup, évidemment, il y a eu plein de paramètres qui ont fait que pour nous, il y a eu à un moment donné, on n'a pas été signé, mais on n'a pas été signé parce que les maisons de disques ne voulaient qu'un seul groupe marseillais. Ils n'en voulaient pas deux, ils n'en voulaient pas trois. Et donc pour eux, une fois qu'il y a une maison de disques une fois qu'Ayam a été signé, les autres se sont dit bon ben voilà, c'est plus la peine quoi. Il y a déjà un groupe marseillais qui est déjà là, il n'y en aura pas d'autres parce qu'ils nous voyaient tout petits à Marseille. Et nous, on a quand même essayé, puis on n'était pas les seuls. Là, à ce moment-là, l'époque du EP, il y a quand même plusieurs groupes à Marseille qui sont là. Il y a Prodigy Namor qui fait des trucs. Il y a Prodigy Namor, Ali Manstaff, qui à ce moment-là, et avec Prodigy Namor, existe déjà. Mais avant ça, il y a eu la X-Mob, il y a eu les Device, BPF, il y a Boss One qui fait des trucs. Il y a Joachim, qui m'excuse tout ce que je cite pas, mais ça fait longtemps, ça fait loin dans les souvenirs, mais il y a déjà pas mal de groupes qui sont là à Marseille. Il y a Uptown, oui, excuse-moi, bien sûr. oui, ouais, ouais, Uptown qui fait pas mal de choses aussi. Il y a des artistes solos, enfin voilà. Du coup, on est tous là un peu frustrés parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'engouement du business pour ce qui se passe à Marseille, en fait. Et donc, on est un peu dans notre microcosme. Et la seule locomotive qu'on a, c'est Ayam. Donc, du coup, à un moment donné, il se retrouve avec cette espèce de responsabilité de dire, et une envie, mais surtout ce qui est devenu après une responsabilité, c'est-à-dire de signer des groupes à Marseille. Et à un moment donné, tout le monde avait le regard rivé un peu vers eux en disant, bon, maintenant, vous allez faire quoi pour nous? Ah, c'est chaud quand même quand tu as ça sur les épaules Une et que énorme responsabilité, ouais. c'est ça, c'est pas ta vocation en plus à la base. Mais on rentre à un moment donné après dans une ère où
il commence à y avoir de l'autoproduction aussi, il commence à y avoir des distributeurs. Et nous, notre premier EP, on le sort avec Night and Day, qui est à cette époque-là le plus gros distributeur de rap indépendant en France. Et donc, il y a tous les mecs en fait de l'Hexagone, les groupes un peu qui sont un peu avancés, arrivent à signer une distrib, une licence avec Night and Day à l'époque, et au moins avoir un tout petit budget pour faire un peu, pour tourner même pas un clip, ouais, un pseudo-clip, faire un peu de com, faire un peu, voilà, pouvoir aller faire des radios, se payer à bouffer, prendre un train, ce genre de trucs-là, avoir une page de pub dans un mag, mais c'était déjà énorme pour nous. Et surtout, avoir un mastering qui est payé, pouvoir sortir, avoir un budget pour faire une petite pochette. Night and Day nous permettait ça. Après, Night and Day, on est passé nous, mais il y a eu à l'époque, c'était Ideal J, c'était Timide et Sans Complexe, c'était Dabus System, c'était enfin la fine fleur de l'indépendant français, du rap français. J'en passe, hein, j'en oublie plein. Donc, suite à ça, le problème, c'est que ben, ça ne fait pas de vente, tout ça, ça ne fait pas vivre, ça ne fait pas tout ça, en fait. Donc, une fois que tu sors ça et que tu as tout donné dans un EP, parce que nous, à l'époque, avant ça, si vous voulez, on devait signer dans la boîte de prod d'IAM. Ça, c'est pas fait. Ça s'est pas fait pour X raisons. Comme je dis souvent, je dis, en fait, faut leur demander à eux, en fait. C'est-à-dire que nous, on est tellement traînés ensemble et on arrivait à un moment donné un stade où pour nous, c'était ben, on va signer à côté obscur, quoi. C'était la boîte de prod. C'est évident. Sauf que c'est vrai qu'à un moment donné, on est un peu plus lent dans le process, donc on met du temps à faire nos maquettes et tout. Et au moment où on décide de le faire, on s'enferme et là, on fait 20 titres en maquette, quoi. À Radio Grenouille et tout, Rebelle, le soir, il fermait les studios. On bossait là, on avait le magnéto 8 pistes et on enchaînait les titres avec Def, avec Karim. Et on leur propose une vingtaine de titres et dont des super morceaux en plus. Pour ma part, je trouve on avait toujours quand même notre touch avec le soul swing et on était quand même pas mal en avance sur notre temps aussi. On était assez avant-gardiste. Mais ça n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, côté obscur, c'était le groupe, c'était les gens qui avaient autour du groupe, il y avait plusieurs personnes à décider. On n'a pas fait l'unanimité pour X raisons. Voilà. Grosse déception quand même, nous, au sein du groupe, hein, faut le dire. Certains se sont eu du mal à s'en remettre. Moi, j'ai rebondi assez vite. Mais derrière, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose quand même, le soul swing. On ne peut pas rester C'est comme le ça. début de la fin, donc quelque part, C'est le début de la fin, mais on va dire c'est notre chant du cygne, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, on ne le sait pas encore, mais on se dit, vas-y, on va faire quelque chose. Et là, il y a Malek, donc Freeman, et François, qui viennent nous voir et qui nous disent, les gars, si vous voulez sortir quelque chose, nous, on met des billes dedans. Et ils nous permettent, en fait, ils sont producteurs de notre EP. Et là, on trouve une distribution avec Night and Day. On commence à se, on va dire, on a un manager. On a Gilles qui devient le manager de notre groupe. Oui, c'est vrai. Voilà. Qui après a joué un grand rôle dans Kif Kif Prod et Chronique de Mars et tout ça. Et qui a été mon manager pendant 10 ans. Et là, on commence à se professionnaliser, mais du coup, Karim Leroy, en fait, le EP là, que tu as montré, il est produit par Kefren, enfin François, Freeman, Malek, et Karim Leroy, voilà, qui nous sort quelques économies, on ne veut pas savoir d'où ça vient. Et d'un coup, ils nous permettent de rentrer en studio et d'enregistrer le truc. Et moi, je me charge de toute la partie musicale, je fais tous les instrus, tous les trucs. On répète toujours au local des DJ Rebelles. Enfin, chacun a son truc, voilà. Avec Def, on élabore le projet, le concept et tout ça. Majestix, gros tueur en scratch, au platine, avec Rebelle, enfin voilà, on a la crème des DJ. On a une super formation, sauf que évidemment, on sort, on fait quelques concerts, on fait des trucs et tout avec le soul swing. C'est beau pendant un certain temps et après, ça s'essouffle un peu parce que derrière, c'est très dur en fait. C'est très dur. Et moi, à un moment donné, j'ai envie de renouveau, j'ai envie de rebondir, j'ai envie de sentir qu'il y a du neuf. Ça fait 10 ans que je suis dans le soul swing. Donc là, je décide de partir en solo. C'est usant, mais ouais. Du coup, et c'est là donc tu pars en solo. Ouais. Ouais. Et là, donc on peut. Emma, vas-y, je t'en prie, parce que je sais que. Ouais, parce qu'après, à ce moment-là, du coup, il y a plein de compiles aussi qui va. Parce que
du coup, moi, mon regard, je ne viens pas de Marseille. À ce moment-là, j'étais à Nice. Je suis un peu plus jeune que vous. Donc, moi, en 80, donc HIP, HOP, voilà, je suis à la maternelle. Et du coup, nous, c'est Chronique de Mars, Sad Hill, avec un morceau que j'adore, mais que j'adore, le fainéant, là, qui tu vois, des morceaux comme ça rigolos, tu vois, et d'autres titres aussi au top sur Chronique de Mars et tout. Et est-ce que ces compiles, ça contribue un peu à démocratiser le rap marseillais, hormis IAM qu'on connaît déjà, mais du coup, en étant hors de Marseille, c'est grâce à toutes ces compiles qui sortent aussi, où où moi je découvre tout ça et je prends tout ça dans la gueule, tous vos morceaux à vous. Mais bien sûr, c'est-à-dire que, Parce en que là, fait, si tu veux, 97, 96, un truc comme ça, 98. ouais, c'est-à-dire que juste après par exemple, quand nous, on a sorti notre EP avec le Soul Swing, par exemple, le temps de le défendre un peu, de tout ça, machin, on rentre très vite dans 97. Ouais, c'est ça. Moi, j'arrive en 97, où c'est là que je démarre ma carrière solo. Et en fait, on est dans une ère aussi, vous allez vous en souvenir, on est dans cette ère, à un moment donné, 97. Pour IAM, on sort de Ombre et Lumière, je crois. Et on est dans l'ère Wu-Tang. Ouais. OK? Rappelez-vous l'ère Wu-Tang, c'est-à-dire que les mecs arrivent, ils sont un groupe. Et d'un coup, d'un groupe, ils commencent à sortir des albums solo. C'est une Ça a machine de... traumatisé tout le business du rap dans le monde, en fait. Et nous, on n'a pas fait exception à la règle. C'est-à-dire que d'un coup, et IAM, d'un coup, se disent, mais oui, on peut avoir IAM, mais on peut aussi avoir nos solos. Après, qui dit solo derrière, on commence à se dire, mais on peut aussi avoir notre boîte de prod. Chacun peut avoir sa boîte de prod, en fait. Une révolution. Avant, on avait côté obscur, c'était un truc, c'était tout ça, machin. On peut signer des gens à côté obscur, mais on peut avoir aussi chacun notre truc. Et là, il y a des projets solo, il y a des boîtes de prod qui se créent. Donc, il y a Sadil avec un projet solo de DJ Keops qui dit, ben ouais, je vais faire mon projet. Et moi, je vais m'éclater, je vais faire mes propres instrus, et je vais appeler un tel, je vais mélanger. Je vais réunir la scène marseillaise, mais dans sa globalité. Exactement. Et dans ta deal, tu as la scène marseillaise, mais tu as aussi Paris. Tu as les mecs de Paris qui viennent poser. Donc, il y a les connexions qui commencent à se faire aussi de ce côté-là. Et d'un coup, Chronique de Mars, c'est Imhotep qui crée son label, Kif Kif Prod. Moi, je suis le premier artiste qui suis signé à Kif Kif, parce que dès que je suis en solo, en fait, très vite, très rapidement, il vient me voir, il me dit, écoute, j'ai appris que... En fait, c'est assez touchant parce qu'au moment, il y a cette période où j'ai quitté Soul Swing, ou que j'étais en solo, j'ai eu peut-être quelques mois, ou peut-être 6 mois à un moment donné, où c'est vrai que je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Voilà, je ne savais pas. Et en fait, tout le monde s'est un peu inquiété pour moi, en fait. C'est-à-dire qu'au sein du groupe, par exemple, je sais que tous, ils se disaient, putain, mais il va faire quoi, Faf, maintenant? Et il arrête. Enfin, tout le monde se posait la question. J'avais les membres de mon groupe que j'avais quittés qui étaient assez déçus aussi, certains qui m'en ont voulu pas très longtemps, mais voilà, qui me disaient, mais c'est bon, tu as tout niqué, en fait. C'est-à-dire qu'on sort notre EP, toi, tu t'en vas, tu as niqué le groupe. Et bon, chacun avec ses arguments. Et il y a eu ce laps de temps. Et dans ce laps de temps, à un moment donné, un peu, on va dire, d'inquiétude, en se disant, putain, Faf, voilà, vu le MC que c'est et tout ça, il ne peut pas arrêter, en fait. Et c'est pas possible. Et là, en fait, Imhotep vient me voir et me dit, moi, je crée mon label Kif Kif Prod, et si ça t'intéresse, si tu veux, je te signe, en fait, en tant qu'artiste solo, si tu as des projets. Et là, je dis direct, ouais, vas-y, on y va, c'est parti. Et donc là, je rentre. Lui, il a son label, mais à côté de ça, voilà, il y a Sadil qui se crée, il y a les solos qui sortent, il y a Metek et Mat, il y a Où je vis, il y a le Palais de Justice, il y a tout ça. Le Palais de Justice, c'est un petit peu après, je crois, mais pas très longtemps. On est sur 2 ans, là, on va dire. Une année ou deux, ouais, voilà. Voilà, je peux m'embrouiller un peu dans l'ordre, mais on est sur 2 ans, on est sur 97 à 99. Ouais, c'est ça. Et là, évidemment, on vient de sortir, je ne sais plus chronologiquement, mais je crois qu'on vient quand même de sortir de l'école du micro d'argent, hein, il me semble. Ouais, juste après, c'est l'école du micro d'argent. 97, non, l'école du micro d'argent. 97. Donc ouais, voilà. Donc, ouais.
tout ça se fait quasiment en même temps. C'est-à-dire qu'après l'école du micro d'argent, d'un coup, les mecs, baf, les projets solo, les compiles dont tu parles. Et là, d'un coup, évidemment, Marseille prend une autre envergure parce que ben déjà, tu sors de l'école du micro d'argent. Donc, tu as mis une grosse gifle à toute la France. Il y a eu, avant ça, il y a eu le MIA, il y a eu tout ça, donc ça confirme. C'est-à-dire l'école du micro d'argent, c'est vraiment une lame de fond parce que ça vient confirmer ce que les gens se disaient, OK, Ombre et Lumière, 400 000 albums, c'est juste énorme, hein, mais c'est un double album en plus, donc c'est un truc qui n'a pas été fait depuis je ne sais pas combien de temps. Mais les gens avaient tendance à nier un peu le truc. Dire, ouais, oui, c'est un succès, oui, oui, disque d'or, ok, oui, platine, bon, ça va. Et le Mia, boum. Et là, on ne peut plus rien dire. Ah ouais, bon, là, ben, là, oui, le Mia, ok, ben oui, forcément. Bon, ils ont fait un gros tube. Mais ils ont juste fait un disque d'or avec leur premier, un disque de platine avec leur second, et ils font le tube, un tube qui en est encore un aujourd'hui, juste Ça derrière. commence à se Et là, faire. les gens se disent, Peut-être waouh, qu'il y a du ils potentiel. associent Marseille à Ayam. Donc, ils se disent, bon, Marseille, là, les Marseillais, c'est bon. Voilà, ça y est, ils ont fait là. Ils sont au max. Et derrière, tu Ah arrives ouais. avec l'école du micro d'argent. Et là, tu as tué tout le monde, en fait. Tu as tué tout le monde. Et forcément, et là, on se dit, mais ça y est, c'est terminé. C'est bon, c'est fini, là. Ça y est, 1 million d'albums, les gars, on va se calmer. Et non, derrière, tu arrives. Chronique de Mars, Il a tué. Sadil, Ah Où ouais. je vis, Mettek et Mat, Palais de Ouais. justice. Et après, derrière, on croit que c'est fini. Et il arrive, Ouais. non, FF, Eh oui. troisième œil, Faflarage. Ouais. Ils Jusqu'à sont 2000, jusqu'à 2000 on a plié le game, en fait. Et cette période, c'est pour ça qu'on appelle ça l'âge d'or du rap marseillais, parce que cette période, elle est bénie. De 97 à 2000, Ah ouais. c'est juste, tu as Taxi qui vient, qui fait des records d'audience, et les mecs qui viennent tourner à Marseille. C'est Marseille de partout. Et Oui, parce que nous, même la ville taxi, bah, c'est pareil. Il y a Marseille, il y a Paris, c'est la même chose. c'est juste énorme ce qui se passe chez nous à ce moment-là. On y a beaucoup contribué avec le rap. On y a beaucoup contribué. Et moi, sur ces compil-là, c'est vrai que bah, je me retrouve dans Chronique, où je suis très actif dans Chronique de Mars, parce que bah, je fais partie de la maison. C'est la boîte de prod d'Imhotep. Je suis l'artiste signé là-bas. Donc, je fais des instrus, je suis sur la pochette, je fais la com. Je le considère comme mon album, en fait, comme un de mes albums, Chronique de Mars, tellement j'étais présent dedans. Euh, et ensuite, je suis dans Sadil. Je suis dans les albums solo de tout le monde. Donc, je suis un peu partout, en fait. Du Et coup, donc, c'est le début, mine de rien, sans que tu le saches, de ta carrière solo qui se met en place, qui se maintient, ouais. quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et dans la foulée, dans ce tourbillon-là, ben, forcément, je fais mon album solo. Mon premier album solo, La c'est ma garde cause. meurt. Ah, c'est ma C'est ma cause, cause. pardon. Ma Ma C'est cause. ma cause. La garde meurt, que je dise pas de conneries, je crois que oui, il sort avant C'est ma cause, parce que c'est le Ouais. maxi, c'est dans Chronique de Mars. Alors, C'est le justement, maxi. bien, Emma, ouais. Alors, justement, qu'est-ce que c'est ce gimmick, cette phrase? On en parle avec Emma. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi symboliquement? Ça veut dire beaucoup. Non. Mhm. Waterloo, la garde meurt mais ne se rend pas. C'est la bataille de Waterloo. Les soldats disaient on y va, un genou à terre, même si on doit mourir, on ira quand même. C'est ça. Ça résume quoi C'est chez ça. toi? Ça, Ben, pour nous, à ce moment-là, on est vraiment sur deux fronts, c'est-à-dire qu'on est sur le front, on est sur plusieurs fronts en fait. On est sur Marseille. C'est parce que Marseille, ben voilà, Marseille est quand même à cette époque-là, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on sort, malgré tout ça, dénigré. Marseille est quand même dénigré. C'est-à-dire que c'est une ville d'un côté, c'est à la mode, donc les mecs ils veulent quand même venir faire du business à Marseille, mais malgré tout, c'est Marseille, la ville sale, Marseille ceci, Marseille cela. Donc le Donc rap a une mauvaise il y a image ce côté encore. résistance déjà. Et le rap encore a toujours une mauvaise image. Et le rap a toujours une mauvaise image. Donc, il y a un côté résistance du rap, du genre, on veut nous tuer, quoi. On nous décrit, on nous dit c'est ceci, c'est cela, on nous boycotte, et en même temps, on commence à être les power sellers du game en France. Et pourtant, on est toujours mis au rang de gamins turbulents des cités, avec rien dans la tête. Malgré tout, c'est un truc de dingue. Et donc, tout est fermé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la musique, on fait des choses, mais au niveau institutionnel, au niveau tout ça, tout est fermé. Même notre propre ville, à un moment donné, la ville de Marseille, on va dire
la mairie, tout ça, enfin les institutions marseillaises n'ont jamais surfé sur le succès du rap marseillais. Ils auraient pu. C'était un succès mondial. On allait dans le monde entier représenter la ville. On allait dans tout l'Hexagone représenter la ville. Il y avait juste à faire derrière. Il y avait juste à raccrocher les wagons et à dire, mais oui, c'est nous. On est là, on est avec eux et tout. Ben non. C'était Eux, une non. époque dure. C'était une ville de droite qui est restée longtemps à droite Ouais, avec bien sûr. Ben, on avait les gros problèmes Front National, frontaliers de chez nous. Et on était dans tout ça aussi. Donc, et c'est là le à troisième l'époque. volet. Le troisième volet, quand je dis la garde, mais on ne se rend pas, il y a aussi ce côté très social, ce côté à un moment donné où on est attaqué, on est clairement attaqué par le Front National. On est dans les époques de la grosse montée du Front National. Donc, il se passe des drames tout autour de ça et on se sent clairement attaqué. Et on se dit non, voilà, on est là jusqu'au bout et on lâche rien. Voilà, pour la ville, pour notre rap, pour nos origines, on lâche rien. Et donc la garde meurt mais ne se rend pas. Après, c'est mon frère qui arrive avec qui arrive avec la sentence, enfin la sentence, excusez-moi, qui arrive avec la phrase, avec le titre. C'est lui qui le Lapsus pose et il dit révélateur. Ouais. ouais. Voilà. Et puis on est vachement, dernier truc, excusez-moi, c'est qu'on est très, moi à cette époque, je le suis toujours, je suis très fan d'Heroic Fantasy. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez Game of Thrones, en fait, moi Game of Thrones, c'est 20 ans avant. Ah ouais. Voilà. Et je suis déjà comme ça dans ma tête. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis très content que les gens connaissent l'Heroic Fantasy ou qu'il y ait eu Game of Thrones au moins, parce que là, ils voient vraiment comment moi j'étais dans ma tête quand Ah ouais. je fais le morceau La Garde en fait. Parce que c'est mes lectures du moment, c'est mon kiff du moment. Et mon frère, lui, il est en mode samouraï, l'Asie féodale, le Japon féodal et tout. Et à un moment donné, la garde, c'est aussi ça. C'est-à-dire c'est le combo des deux frères. Et c'est deux frères qui ramènent leur univers, en fait. L'Heroic Fantasy, les chevaliers, les grosses épées et tout, les armures et tout ça. Et le frangin qui arrive avec les samouraïs, les arts martiaux, les shurikens et tout ça. Et on mélange ça, on le fait très avec le fun aussi. Et on fait une espèce d'analogie, c'est un morceau très métaphorique en fait sur la société, le rap à travers ces deux univers-là. Et je suis super fier de ce morceau parce que déjà c'est le premier que je fais avec mon frère en duo. C'est vraiment le premier qu'on fait à deux. Et en même temps, il est tellement lourd de sens et on était tellement avant-gardiste que voilà, quoi, je suis super fier. Même le clip et tout, il est incroyable pour l'époque. Ah, je me souviens mieux. Vas-y, pardon, Emma, je t'en prie, peut-être que. Non, non, vas-y. Et ensuite, après, il n'y a pas un moment où pareil, c'est toujours en dents de scie, il y a un moment donné où c'est plus calme, il Bien me sûr. semble. Moi, je Ouais. te crois, à cette époque, on avait fait pas mal d'émissions. Je sais qu'il y avait une chaîne qui nous donnait un peu les moyens de faire des émissions. J'étais venu avec Rodolphe, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait pas mal de trucs. Je parle de Rodolphe, le Parisien, hein, le journaliste. Enfin bref, bon, voilà. Voilà, donc il y a tout ça. Et puis il y a un moment où c'est plus calme, il me semble. Ouais. C'est après 2000, pour moi, la période calme, elle est 2001, 2002. Et encore, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une période calme. Et en Ouais. fait, quand je réfléchis, c'est-à-dire que là aussi, c'est là qu'on sort l'album de La Garde, 2001. Il y a eu l'époque, je crois qu'il y a eu Taxi aussi, Taxi 2. Donc, même quand je me dis c'est une période un peu creuse, finalement, je me Il rends se passe compte des qu'il y a eu choses. quand même Il y a des gros projets pendant cette période, mais malgré tout, c'est vrai que c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'on va dire, allez, 2002-2003, pour moi, je ressens ça comme une période un peu creuse. Une période où même moi, le rap est en train de changer aussi. Ouais. Donc, moi, je suis là, je me pose des questions aussi sur la musique, sur tout ça, sur mon évolution. Et donc, c'est vrai qu'il y a un côté, il y a un petit moment de flottement, bien que je faisais plein de choses, hein, mais je ne sais même plus quoi, mais c'est vrai. Ouais, mais après, c'est sûr que quand il y a plein d'années, bah, on sait ce que c'est. Quand il y a des moments où il y a plein de choses, plein de choses de tous les côtés, etc., bon, il y a forcément un moment où ça redescend et c'est là où. Bien sûr, bien sûr. Puis il y a les autres. Enfin, voilà, il y a la relève qui arrive aussi, hein. Il y a les autres, ils Ouais, sont ça là, va vite. ils prennent la Ouais. place, ils poussent. Ben, du coup, c'est normal, ça fait partie de l'évolution. Après, moi, comme j'ai jamais été quelqu'un de très business, j'ai jamais eu cette casquette de producteur, j'ai jamais eu tout ça, ce côté-là, en fait, je l'ai eu vraiment très, très tard, en fait. Et encore,
il n'est pas super développé non plus. Du coup, j'ai pas eu cette fibre-là. J'ai pas eu cette fibre d'un coup de produire des trucs, de faire des choses. Alors, j'ai toujours été dans la transmission. J'ai fait beaucoup d'ateliers écriture. J'ai fait pas mal de choses à ce niveau-là. Je travaillais déjà avec des associations. Je faisais beaucoup de choses de ce côté-là, des trucs que j'ai jamais forcément claironné sur les toits. Donc, j'étais quand même très présent socialement en parlant, on va dire. Euh, et après, c'est vraiment, on va dire, en 2004, je pense 2004, où à un moment, ben, il y a Gomez et Dubois. Et on me fait la proposition de sortir l'album Gomez et Dubois, de travailler donc avec Tefa, Masta et Ben pour faire l'album Gomez et Dubois. Et là, d'un coup, voilà, c'est une nouvelle signature chez BMG. C'est travail sur un album pendant un an. C'est du délire parce que Gomez et Dubois, c'est juste de la connerie. Ouais, c'est C'est la après rigolade. Gomez et Tavares. C'est après le Oui, film Gomez et Tavares. Parce que il y ça a s'est fait aussi. en même temps. C'est-à-dire quand le film sort, quand le Je me film rappelle. Gomez. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient fait Gomez et Tavares avec Dadou. C'était un titre dans une compil qui s'appelait Mission Suicide. Le Oui, titre Ouais. avait très bien marché. Ils avaient fait un clip, ça avait fait marrer tout le monde, ce titre-là. oui. Les deux flics corrompus, c'est la puissance du Ricard et du porc, machin, tout ça. Enfin, voilà, avec des phases comme ça qui restent dans la tête des gens, qui faisaient rigoler tout le monde. Et après, Dadou, en fait, est parti faire son album solo. Et du coup, les gars ont voulu quand même faire une suite. Et au moment où ils pensent à faire une suite, ils signent les droits du film Gomez et Tavares. Et quand en fait, on se connecte, ils connectent avec moi pour faire la suite, je me rappelle, ils signaient les contrats en studio. Donc, en moment où nous, on est en train de créer l'album Gomez et Dubois, parce que moi, j'arrive, je dis, mais Tavares, c'est Dadou. Donc, moi, je ne vais pas m'appeler Tavares. Je vais prendre un autre personnage. Puis moi, je suis dans le storytelling à fond, je suis dans les persos, dans tout ça. Donc, je voulais mon personnage. Donc, j'ai créé Dubois, mon personnage, en mode flic à Miami, le mec qui arrive du Sud, voilà, le flic réunionnais qui débarque à Marseille. Enfin, voilà, j'ai créé toute une histoire autour de ce Justement, personnage. et c'est ça, ça nous amène à parler de hip-hop à la fois sérieux que tu peux faire et Mm. celui à la fois où tu te prends pas au sérieux et d'un coup tu aimes bien déconner comme Oui, le bien sûr, feignant et tout. Ouais. exactement. Moi, j'ai toujours eu cette. Alors, ben, vous savez, dans Ayam aussi, l'ont toujours Oui, eu. C'est-à-dire que nous, dans cette époque-là, tu vois, tu parlais de l'époque où on était vachement radical, hyper radical et tout, et on faisait que rigoler, en fait. On chambrait oui, beaucoup et on se moquait des autres musiques, tout ça. Il y a carrément toutes les interstices de Ombre et Lumière oui, d'Ayam. ombre et lumière déjà, oui. Ça sort de nos rigolades de tous les jours, en fait. Et il y avait toujours eu ça. Donc, moi, l'humour, j'ai toujours mis en musique, en fait. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, que j'ai toujours aimé, parce que j'écoutais des artistes ben, comme Bismarcky, par exemple, que j'adorais, C'est génial. et qui avait ce côté très, voilà, quoi, on rigole, on est là, on se prend pas au Et sérieux. puis Et ouais, moi, qui parlait du racisme, des morceaux très engagés et à la fois j'ai. très. Ouais. C'est ça. Donc, à un moment donné, tu te dis, ben ouais, le rap, de toute façon, le rap, c'est l'humain. Donc, il y a des moments où on a envie de rigoler, des moments où on a envie d'être sérieux, des moments où on a envie de réfléchir, des moments où on est en colère. Et pour moi, le rap, ça englobait tout ça. Ça devait servir de véhicule pour toutes ces émotions-là. Et en même temps, c'était le moyen de transmettre ça aux gens et d'être connecté aussi aux gens parce que on était de nature, en fait. Et le rire, ça fait partie de. C'est naturel le rire, quoi. On rigole tous, quoi. Même le plus La vénère de tous, à un dérision, moment c'est donné, ça. il se Ouais. marre. Donc, il fallait le mettre dans le rap. Et c'est vrai que j'avais cette faculté-là, moi, à vanner, en tout cas en écriture, à pouvoir vanner, sortir des conneries assez Et à pas se facilement. prendre au sérieux, parce que ouais, finalement, Voilà. montrer, dire que là, c'est pas que. On peut ne pas se prendre au sérieux et faire des choses intéressantes aussi. Exactement. Exactement. Et c'est quelque chose que j'aimais faire et je pense que j'étais pas mal doué pour ça parce qu'il y en a, ils aimaient le faire, mais sur la plume, ils disaient non, j'y vais pas parce que j'arriverai pas à être drôle, parce que tu vois, il y avait cette Ça, c'est pas gêne-là, donc évident. ils le faisaient pas. Il y en Bah a oui. qui pouvaient être très drôles en off et pas en texte. En fait. Et moi, Le je fainéant, pense je que reviens sur le j'arrivais. coup du fainéant, quoi, tu Le vois. feignant, hein. Du début jusqu'à la fin, c'est bien fait, c'est fin, ça l'est moins, mais c'est bien Ouais, donné. c'est ça, c'est ça. Ouais, Et c'est j'ai essayé nous. de doser ça. Et d'ailleurs, quand je sors le feignant sur sa deal, j'arrive à. C'est un gros point d'interrogation parce que j'arrive avec ce Ah, morceau-là, ouais, ouais. ne sachant C'est pas bien du pris, tout ça fonctionne. comment ça va être récupéré, comment ça va être pris, quoi. Et je me dis, mais voilà, Kéops, il m'a C'est effilé au cet second instru. degré, forcément, mais c'est bien fait, c'est drôle. Ouais, ouais. Mais le feignant, par exemple, c'est un titre à l'époque, moi, c'est un thème que j'avais déjà de l'époque du Soul Swing. C'est-à-dire que le feignant, il y a un feignant, une version du feignant qui existe avec Def Bond et moi. Ouais. Genre,
pas 10 ans avant, mais bien 5 ans avant, 5-6 ans avant. Et qu'on a maquetté, et le feignant de Def, il est pas mal aussi, le sien. Et moi, j'avais ce thème-là, donc j'arrive, je dis, voilà, on va faire le truc, parce avec le soul swing, on faisait des morceaux de rôle aussi, et je dis, non, mais là, on va parler d'un gars et tout, qui branle rien, qui fout rien, qui reste chez lui et tout, et Def, il dit, ah ouais, il voit de suite, il voit son personnage. Et quand il y a ça deal, en fait, je décide d'écrire le feignant parce que j'ai pas d'idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me retrouve à quelques jours de l'enregistrement et j'ai zéro texte dans la tête. J'arrive pas, j'ai rien. J'ai l'instru et j'ai rien. Et au bout d'un moment, je dis, putain, j'ai bien dû écrire un vieux truc quelque part et tout, machin. Et j'ai cette idée d'un coup qui me sort. Je me rappelle très bien, j'étais chez mon frère. D'un coup, j'ai cette idée-là qui sort. Par contre, je réécris tout. C'est-à-dire que je repars de zéro. Je prends pas Tu gardes le fond, quoi. c'est le Tu gardes... concept du feignant qu'on avait, mais je pars de zéro. Je me dis, allez, je réinvente un personnage. Et je le vois, en fait. Moi, j'ai cette capacité-là, en fait, à visualiser. C'est-à-dire que le perso, avant de l'écrire, je le vois. Je le vois devant moi. Il est sur le canapé. Je vois sa gueule, je vois sa tenue, je vois son comportement, je vois tout ça. Et je suis déjà dans sa tête. Donc, ça va assez rapidement, en fait, pour écrire. Et tous mes morceaux de rôle, en fait, c'est comme ça. Tout Gomez et Dubois, pour revenir à où on en était, c'est ça, en fait. Je me mets dans la peau du mec et je m'imagine tout un monde, je m'imagine sa vie. Et à partir de là, j'ai juste à dérouler, en fait. Donc, le thème, c'est quoi? Aujourd'hui, ouais, c'est notre commissariat parce que c'est flic, donc le commissariat, c'est la maison, c'est chez nous, truc. Ouais, bien sûr, mais comment lui, il va exprimer ça? Et ça part. Oui, alors là, il est amoureux d'une prostituée, mais il n'a pas le droit et tout. Ok, je me mets dans sa tête, mais alors lui, comment il va le vivre, comment il va l'exprimer avec son Du esprit, scénario, quoi. C'est ouais, voilà. son esprit tordu, dégueulasse, comment. Et pas de barrière, on y va, quoi. De toute façon, c'est de l'humour, tu vois. Et en même temps, on dénonce aussi des choses, parce qu'on dénonçait quand même à travers, sous couvert d'humour, ben, les brutalités policières, tout ça, pas mal de choses qu'on voyait tous à l'époque et qu'on trouvait pas normal, même après. Et Mais après ça, un clip peut facilement te faire aller aussi dans un côté très drôle où finalement, c'était plus facile pour tout le monde, même pour la maison de 10, de prendre ça vraiment très, Ouais, au troisième très, degré, de dénoncer des voilà, très, très de réalités dire oui, mais non, mais c'est de la rigolade, c'est de la blague et tout. et... Et d'ailleurs, quand après on a voulu commencer à sortir nos troisième singles, là, tout le monde a grincé des dents, on nous a dit non, on va s'arrêter là, parce qu'on arrivait avec du gros hardcore derrière. On montait en puissance, en fait. Et là, non, ils ont eu peur. et comment tu arrives à ça? Alors, justement, donc comment on appelle ça? Une ellipse, hein, un switch, et d'une. Voilà, alors, parce qu'il Ah il y a oui, eu, il y a eu, il y a eu en dents de scie, boum, du calme, et hop, et tu arrives, j'ai pas le temps, d'un coup, je me suis dit, waouh, ouais, un morceau super commercial. Et justement, ça va nous amener à la deuxième phase qui est intéressante, mais justement, peut-être nous parler de ça et on va dérouler le tapis là-bas. bien sûr.